Et le pays du président Teodoro Obiang Bazogo situe son émergence à l'horizon 2020. Interpol refuse l'exécution du mandat imposé par un groupe de juges français contre Théodorine Obiang, le deuxième vice-président et fils du chef de l'État équato-guinéen dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. Selon un communiqué diffusé par le ministère de l'Intérieur de la Guinée équatoriale, la police internationale considère ce mandat d'illégal et accuse la justice française de vouloir l'instrumentaliser. Toujours selon Malabo, la note précise qu'Interpol ne peut se laisser guider par des juges qui prétendent s'attribuer les compétences légales réservées au Parlement et au peuple équato-guinéen. Pour la Guinée équatoriale, cette décision est la première reconnaissance du droit international et doit se traduire par l'abandon de la procédure judiciaire et la reconnaissance de l'erreur commise de la part des juges français. Malabo estime également que la justice française doit restituer à l'État équato-guinéen les biens confisqués lors des saisies en France. En fin septembre dernier, la Guinée équatoriale a attaqué Paris devant la Cour internationale de justice pour violation du droit international, accusant les autorités françaises d'avoir bafoué l'immunité des dignitaires équato-guinéens et des locaux diplomatiques. Par ailleurs, Malabo a lancé un mandat d'arrêt international contre Daniel Lebègue, le responsable de l'organisation non gouvernementale Transparency International, à l'origine de l'affaire. Mais il ne s'est pas présenté à une convocation de la justice équato-guinéenne qui voulait l'entendre pour diffamation. Une double enquête s'est ouverte ce mardi au Tchad à la suite d'un atterrissage raté de l'avion présidentiel. Pour donner plus de détails à cet incident survenu dimanche à Kalaït, dans le nord-est du pays. Le président et ses proches collaborateurs se rendaient dans la ville pour participer à un forum organisé sur le développement et la paix. Vu la non-gravité de la situation, zéro mort, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a poursuivi sa tournée en y délivrant un message de paix et d'assurance aux populations et à l'ensemble de son gouvernement venu lui apporter son soutien, son amour et sa gratitude. Cet avion de 16 places qui transportait le cortège présidentiel a été endommagé et la cause immédiate liée à ce petit choc est l'atterrissage un peu brusqué de l'avion par le pilote. Vers une intervention militaire dans le nord du Mali, dans les prochains jours ou semaines, les choses se précisent chaque jour aussi, même comme jusqu'ici, rien de concret ne filtre encore. Bamako, la capitale malienne, abrite depuis mardi une rencontre dans ce sens. Autour de la table, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Algérie, ces différentes institutions, le pays d'Abdelaziz Bouteflika, réfléchissent sur les conditions d'opérationnalisation de la MISEMA. Une rencontre qui intervient au lendemain du tête-à-tête entre le président algérien et la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton afin d'engager Alger dans la guerre contre les islamistes dans le nord du Mali. Et c'est dans ce même contexte de préparation d'une action militaire que le haut représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente, le général guinéen Sekouba Konaté, séjourne à Bamako depuis le 29 octobre dernier. Sa visite s'achève le 8 novembre prochain et le 5 novembre déjà, il va rencontrer les ministres de la Défense des pays membres de la CEDEAO, d'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que le chef d'état-major afin de planifier le déploiement de la mission. À Bukavu, capitale du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, la société civile appelle à une journée ville morte ce mercredi 31 octobre 2012. L'objectif est de dénoncer l'insécurité, notamment les assassinats qui se multiplient. Ville dangereuse, crimes qui prennent de l'ampleur, l'insécurité grandissante exaspère Elodie Ntamuzida. La présidente de la société civile de Bukavu veut une ville morte pour que les autorités prennent leurs responsabilités. Les habitants du Sud Kivu ont décidé de montrer aux yeux du monde leur ras-le-bol. L'idée de faire de Bukavu une ville morte irrite par contre les autorités. Pour le maire Philémon Lutombo, ce type d'initiative ne sert pas à grand-chose. Cette recrudescence de l'insécurité dans la ville morte soit vraiment une réponse à cette question. Il n'y aura pas franchement d'avancée par rapport à l'insécurité. La violence est persistante dans l'est du Congo, zone soutenue militairement par le Rwanda
qui a pour objectif premier l'accès aux gigantesques ressources minières de la RDC, plus particulièrement dans le nord et sud Kivu. La préfecture du département de Niara est la place choisie pour la grève par les éléments de la formation militaire et d'appui au développement de l'Oudima. Une compagnie, la 7e de la promotion de 1996, créée sous le régime de l'ancien président Pascal Lissouba. Des éléments qui estiment être à la traîne depuis 1997 à nos jours, et cela malgré des revendications répétées par voie hiérarchique. Une situation qui avait semblé être résolue en mai 2011 lorsqu'une délégation présidentielle, conduite par le commissaire général du comité de suivi pour la Convention, la paix et la reconstruction du Congo, accompagné par le représentant de l'état-major général des forces armées congolaises, le colonel Nzinga, patron de la sécurité militaire, ainsi que le DORH, le colonel Bangui, s'était rendu à Dolissi pour trouver une solution aux revendications des militaires lésés. Une solution qui ne semble pas avoir été trouvée jusqu'à présent. Rappelons qu'à l'issue d'une guerre civile de 1997 à 2003, les ravages se font toujours ressentir dans la capitale Brazzaville et la région du Pôle. La grève sauvage continue ce mercredi 31 octobre à Anglo American Platine à Rustenburg. Une manifestation émaillée d'incidents violents. C'est la dernière grande compagnie minière paralysée par le conflit social dans le secteur. Les mineurs et leurs familles vivent dans la peur de l'intervention de la police, mais également dans la crainte des conflits entre grévistes et non-grévistes. L'une des victimes, Francine, a un bébé de 6 mois et vit dans un bidonville près de l'un des puits Anglo-American Platine à Rustenburg. Depuis maintenant 7 semaines, sa famille vit au rythme des interventions de la police qui disperse les attroupements à coups de gaz lacrymogène, de grenades assourdissantes et de balles en caoutchouc. Les magasins en général tenus par des étrangers ont fermé, qu'on l'explique l'un de ses proches. Depuis qu'ils n'ont plus d'argent et que les mines ne leur donnent rien pour acheter la nourriture, les problèmes ont commencé. D'abord, ils ont brûlé les magasins dans l'enceinte de la mine. Après, ils sont allés dans les townships et les commerçants ont fui. Aucune solution n'est en vue pour l'instant. Les grévistes devraient se retrouver aujourd'hui et les familles attendent, prises en tenaille par la police et les mineurs. Encore une éruption des manifestants dans l'enceinte de l'Assemblée nationale libyenne à Tripoli, mardi, au moment où le Premier ministre Ali Zaïdan annonçait la composition de son gouvernement, une centaine de personnes ont envahi le Parlement, ce qui a poussé à la suspension de la séance et le renvoi du vote à mercredi. Les manifestants en colère entendaient protester contre la désignation de certains ministres, notamment ceux ayant travaillé sous l'ancien régime de Mohamed Kadhafi. Le nouveau gouvernement proposé par Ali Zaïdan est composé d'une trentaine de ministres. Il est appuyé par des partis libéraux et des islamistes. Des postes clés tels que la défense, l'intérieur des affaires étrangères revenant à des personnalités indépendantes. Sous la pression toujours, en début du mois, le précédent Premier ministre Moustapha Rabou-Chagour a été obligé de démissionner après un vote de défiance du Parlement qui avait refusé ces deux propositions du gouvernement. Victor Ingabire Umuoza a été condamné ce mardi à 8 ans de prison ferme pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre ainsi que la négation du génocide de 1994. La Aung San Suu Kyi rwandaise compte néanmoins faire appel de sa condamnation. La haute cour de Kigali a en revanche déclaré Mme Ingabire opposante notoire au président rwandais Paul Kagame, non coupable de propagation de l'idéologie de génocide. Les magistrats de la cour de Kigali avaient refusé de remettre en cause la constitutionnalité de la loi sur le négationnisme du génocide, perçu comme un instrument de répression de quiconque s'oppose ouvertement au régime fort de Kigali. Cette loi a toujours été critiquée par de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme, notamment à cause de son manque de précision. Face à ces critiques, le gouvernement rwandais avait promis il y a 2 ans de réviser cette loi en y apportant des précisions, mais en réalité, il n'en est rien. Aucune révision n'a été faite et beaucoup de personnalités politiques telles que Bernard Tangada et Deo Mouchaïdi ont été condamnées à de peines très lourdes. Un Français d'origine marocaine a été interpellé mardi par la police allemande. Âgé de 37 ans, Fouad Charouali
était recherché internationalement pour son implication présumée dans les attentats sanglants de Casablanca au Maroc en 2003. Ce dernier, interpellé à l'aéroport de Munich dans le sud de l'Allemagne, arrivé de Paris, il comptait se rendre à Dubaï avec sa famille. Déjà placé en détention en Allemagne en attendant une éventuelle extradition, Fouad Charouali avait déjà été condamné à 8 ans de prison le 11 juillet 2007 à Paris pour avoir apporté son soutien aux auteurs des attentats de Casablanca. Attentats causés par le GICM, groupe interdit et créé en 1998 par des ressortissants marocains passés par l'Afghanistan pour soutenir Al-Qaïda. Le 16 mai 2003, l'attentat perpétré par le groupe d'insurgés avait fait 45 morts, dont 12 kamikazes et une centaine de blessés. Ces attaques avaient frappé un hôtel, un restaurant, le bâtiment de l'Alliance israélite et le cimetière juif de la ville, ainsi que le consulat de Belgique. Les pro-Gbagbo ont à nouveau fait entendre leur voix à La Haye aux Pays-Bas. Armés de porte-voix et de pancartes dans les rues de cette ville européenne abritant le siège de la Cour pénale internationale, ils ont réclamé tambour battant la libération de l'ancien président ivoirien. Rendez-nous notre président, CPI, voleuse de président, pouvait-on lire et entendre. Coiffés de chapeaux et de perruques et drapés de tuniques aux couleurs de la République de Côte d'Ivoire, ils étaient environ 1 millier de partisans de l'ancien président rassemblés mardi 30 octobre 2012 devant la CPI à chanter, danser et crier. La raison principale de cette forte mobilisation, l'audience de M. Laurent Gbagbo, destinée à entendre les arguments des partis au sujet d'une éventuelle libération provisoire réclamée par la défense et déjà refusée une première fois le 13 juillet dernier. Mais l'ancien président, pour des raisons de santé probablement, était absent à cette audience technique, deuxième du genre en 1 mois. Le 26 octobre dernier, la demande introduite par les avocats de l'ancien dirigeant ivoirien a été rejetée par la Cour. En toile de fond de ce rejet, la crainte de voir un scandale éclater ou de voir l'ex-chef de l'État prendre la fuite. Laurent Gbagbo, âgé de 67 ans, est le premier chef d'État remis aux tribunaux de La Haye. Il est soupçonné par la Cour pénale internationale d'être coauteur indirect de crimes contre l'humanité commis pendant les violences post-électorales entre 2010 et 2011, ayant fait environ 3000 morts en Côte d'Ivoire. Angela Merkel, la chancelière allemande, reçoit ce mercredi à Berlin le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan. La Syrie, théâtre de nombreux affrontements entre le pouvoir et le contre-pouvoir, sera au cœur de leurs discussions, mais également la question sur la coopération bilatérale entre ces deux États. Une rencontre qui intervient au moment où les relations entre Ankara et Damas sont tendues depuis qu'un obus syrien a tué 5 villageois près de la frontière en territoire turc début octobre. Cet acte de la Syrie a alarmé toute la communauté internationale, ce qui a poussé Damas à présenter ses excuses à l'État turc, excuses qui n'ont pas véritablement été acceptées par la Turquie, qui a riposté plusieurs fois aux attaques de la Syrie. Malgré cette tension entre les deux pays, la Turquie abrite plus de 100 000 réfugiés syriens ayant fui la guerre sur son territoire. Ceux-ci sont accueillis dans des camps situés dans le sud-est du pays et d'après Ankara, plusieurs milliers de Syriens sont massés à la frontière du côté syrien et attendent de pouvoir la franchir. Barack Obama assume ce mercredi ses responsabilités en allant reconforter les sinistrés de l'ouragan meurtrier Sandy, tandis que son adversaire Mitt Romney reprend le rythme de sa campagne en Floride, dans le sud-est, à 6 jours de l'élection américaine. Le dirigeant démocrate qui a suspendu sa participation à la campagne depuis lundi est attendu dans l'après-midi dans le New Jersey, l'un des États les plus touchés par le cyclone qui a fait des dizaines de morts et ravagé une partie du nord-est des États-Unis. Sur place, il rejoindra le gouverneur Christie pour inspecter les dégâts de la tempête, parler à des habitants et remercier les membres des services d'urgence selon la Maison-Blanche. Conscient du danger d'apparaître indifférent aux souffrances de ses compatriotes, 7 ans après l'ouragan Katrina, dont la cote de confiance de son prédécesseur George Bush avait beaucoup parti, Barack Obama veut de toute évidence protéger l'image d'un dirigeant tenant fermement la barre. Dès dimanche, il s'était rendu au siège de l'agence fédérale chargée des situations de crise. Quelques heures avant que l'ouragan ne touche les côtes, il avait exhorté à la prudence dans la salle de presse de la Maison-Blanche.
Il s'est rendu hier mardi à la Croix-Rouge, s'est entretenu au téléphone avec 13 gouverneurs et 7 maires. Barack Obama a même téléphoné à des dirigeants des compagnons d'électricité pour leur signifier la priorité que constituait le rétablissement du courant. Durant le week-end, les pluies diluviennes se sont abattues sur Haïti lors du passage de l'ouragan Sandy. Ces pluies ont fait d'importants dégâts humains et matériels. Et selon la direction de la protection civile, sur le plan humain, on compte 51 morts, 15 disparus et 19 blessés. Dans le département de l'Ouest, l'une des régions les plus affectées, de nombreuses familles se sont retrouvées ensevelies dans leurs maisons écroulées. Dans le sud d'Haïti, sévèrement touché, on compte de nombreuses destructions dans l'agriculture et les réseaux routiers. Des tronçons de route sont complètement coupés et des ponts effondrés et endommagés. Des experts internationaux sur le terrain ont commencé des évaluations, mais selon le Premier ministre haïtien, il faudra attendre les jours prochains pour avoir une idée exacte de l'ampleur des dégâts. En soutien à Haïti, le Venezuela a envoyé un bateau et un avion cargo transportant de l'eau et des vivres. Du côté du gouvernement, l'on craint des épidémies de choléra et autres maladies causées par l'eau.